Une mutinerie se prépare actuellement dans l'armée russe, visant directement Poutine. Des commandants russes, qui combattaient pour Poutine jusqu'à l'année dernière, publient désormais des vidéos affirmant qu'ils en ont assez de mourir lors de missions suicides pour lui. Ils veulent qu'il mette fin à la guerre, sinon ils retourneront leurs armes et marcheront sur Moscou. Alors, si cela vous donne une impression de déjà-vu, eh bien, vous n'êtes pas fou. Nous avons vu exactement la même chose se produire il y a 2 ans, lorsqu'un homme nommé Yevgueni Prigogine a dit presque la même chose et a ensuite réellement marché sur Moscou. Je suis sûr que certains d'entre vous se souviennent comment cela s'est terminé. Donc, la même question se pose maintenant. Est-ce la fissure qui va enfin briser la machine de guerre de Poutine, ou est-ce juste des paroles? Je vais être franc avec vous. Il y a 2 semaines, je suis tombé sur un rapport ayant fuité que je n'ai pas couvert sur cette chaîne parce que honnêtement, il ressemblait à un vœu pieux. Ce rapport avait en fait prédit ce soulèvement 5 jours avant qu'il ne se produise réellement. Donc à la fin, on va essayer de répondre à la grande question que tout le monde se pose. Mais commençons par le début. Écoutez cet extrait que le commandant russe a publié il y a seulement quelques jours. 25 juin. 25 juin 2026. Aujourd'hui, un représentant des serviteurs du peuple est passé. Hier, j'ai rencontré des représentants de hauts responsables du ministère de la Défense et des agences de sécurité. Et ils ont transmis un message à Vladimir Vladimirovitch Poutine. S'il ne m'accorde pas une audience à la télévision en direct, où je dirai toute la vérité sur ce qui se passe actuellement dans notre pays. En ce moment, des dizaines, des centaines, des milliers de nos soldats sont enfermés dans des cachots, punis par leurs commandants. Ils pourrissent, sont torturés par leur... Ils sont là en train de pourrir, subissant la torture et la violence de la soi-disant Gestapo. Ils sont là parce qu'ils refusent d'exécuter des ordres stupides et suicidaires. Ils sont là parce qu'ils refusent de remettre leurs avoirs financiers et, au final, ils sont éliminés. Déclarés disparus, ils sont détruits et laissent les disparus sans abri. Vladimir Vladimirovitch. Vladimir Vladimirovitch. Veuillez en prendre note. Invitez-moi à une réunion. Les conséquences pourraient être très graves. Si dans un avenir proche, je ne viens pas au Kremlin et ne parle pas en direct à vos côtés, l'armée tournera ses armes contre le Kremlin. Je transmets simplement le message. C'est tout. У меня всё. Maintenant, dis-moi, ça ne ressemble pas à Prigogine. Il a dit exactement la même chose. Puis il a mené une colonne d'hommes armés sur 15 km ou 1500 km vers Moscou. 2 mois après la fin de son coup d'État, il était mort. Donc, dans cette vidéo, je veux vous expliquer ce qui se passe réellement au sein de l'armée russe, en ce moment. Pourquoi un rapport ayant fuité il y a 2 semaines avait prédit cette mutinerie, et quelle est la réponse du Kremlin. Ensuite, nous verrons ce qui arrive exactement à l'officier russe qui a enregistré cette vidéo. Je m'appelle Sam, et vous regardez Business Basics. Alors, commençons par l'homme derrière la vidéo qui a déclenché toute cette affaire. Parce que pour comprendre pourquoi cet appel est si dangereux pour Poutine, il faut comprendre qui est cet homme. Pourquoi parle-t-il aussi publiquement? Il s'appelle Alexandre Lounine. En fait, c'est un ancien officier russe qui, jusqu'à l'année dernière, commandait personnellement un bataillon de volontaires qui combattait pour Poutine en Ukraine. Il a des hommes qui l'ont suivi, ont servi sous ses ordres et le respectent sûrement encore. C'est important car, comme il l'a déclaré plus tard, cette vidéo publiée était bien plus qu'une plainte personnelle. Dans une interview avec un média russe après que la vidéo soit devenue virale, Lounine a affirmé que des hauts responsables de la défense russe étaient venus le voir en personne avant qu'il ne filme cette vidéo, et qu'ils étaient venus lui demander de l'aide. Ils lui ont demandé de filmer la vidéo pour être le visage public d'un appel qu'ils ne pouvaient pas lancer eux-mêmes. Les responsables de la défense ont affirmé être lassés de la conduite de la guerre, notamment des tactiques brutales, et du manque de ravitaillement pour les soldats en première ligne. Ils voulaient que Poutine ressente la pression et cherchèrent une personnalité publique hors de la chaîne de commandement pour l'exercer à leur place. La vidéo a d'abord été publiée sur Instagram, puis elle a été repartagée sur des chaînes Telegram et d'autres plateformes de réseaux sociaux où les Russes s'informent réellement. La vidéo originale compte plus de 10 millions de vues et plus d'un demi-million de likes. Avec les repartages, l'exposition totale atteint peut-être 50 millions de personnes, c'est fou. Bien sûr,
Cela signifie que le Kremlin a été obligé d'y répondre. L'histoire est devenue tellement importante qu'il ne pouvait tout simplement pas l'ignorer, et des questions ont commencé à être posées. Donc le Kremlin a effectivement répondu à cela. Mais avant de parler de la réponse, je veux vous montrer que cette vidéo a des effets en cascade. Elle a des répercussions. D'autres prennent maintenant la parole pour le soutenir. Regardez cet extrait où plusieurs soldats russes, faisant partie d'un bataillon, soutiennent maintenant cet appel publié par Alexandre, et ils le font aussi publiquement. Regardez. Compatriotes, nous, soldats russes, soutenons Alexandre Lounine et déclarons fermement que ce feu ne peut plus être éteint. Nous exigeons une ligne directe entre Alexandre et Poutine et nous exigeons la vérité. Sinon, nous retournerons nos armes contre ceux qui nuisent à nos propres soldats. Bien à vous. Donc, cela prend de l'ampleur. Avant d'aborder la réponse du Kremlin, je veux vous montrer le rapport évoqué au début de la vidéo. Un rapport publié il y a environ 2 semaines mettait en évidence quelque chose qu'en géopolitique, une seule décision peut provoquer une onde de choc sur les marchés à des milliers de kilomètres de là. Si vous cherchez à comprendre ce qui fait bouger le monde, je vais vous montrer comment les investisseurs expérimentés l'interprètent. Voici eToro, une plateforme d'investissement multi-actif, où vous pouvez suivre les meilleurs investisseurs, consulter leur portefeuille et même copier automatiquement leurs transactions. Participer à des discussions en direct sur les marchés, partager idées, tendances et questions à mesure que les événements se déroulent. Et tout cela est relié à une large gamme d'actifs, y compris des actions, des crypto-monnaies, des ETF, et bien plus encore, le tout sur une seule plateforme. eToro est un service réglementé comptant plus de 40 millions d'utilisateurs dans plus de 75 pays. Commencez à investir avec eToro et recevez 50 $ d'actions lorsque vous déposez 200 $ ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR pour découvrir eToro. Avec eToro, tout le monde peut investir, pas besoin d'être un expert de la bourse. Ne ratez pas cette opportunité. Maintenant, retour à la vidéo. Mais malheureusement, j'ai décidé que nous ne devrions pas en parler sur cette chaîne parce qu'à ce moment-là, pour moi, cela semblait n'être qu'un vœu pieux. Mais voici ce rapport. L'état-major russe est au bord du gouffre. Selon des informations, la direction militaire russe serait proche de la révolte après la décision du Kremlin de rediriger du carburant du front vers Moscou. On affirme que les hauts responsables ont peu de sympathie pour la capitale, qui, après les frappes sur la raffinerie, redoute pénurie de carburant, longues files aux stations-service et panique publique. Selon ces rapports, l'état-major général estime que Moscou est une fois de plus protégé au détriment des troupes. La capitale a besoin d'essence pour maintenir une apparence de normalité, tandis que l'armée a besoin de diesel pour les véhicules blindés, la livraison de munitions et la récupération du matériel endommagé. Plusieurs chefs de département auraient directement dit à Gerasimov qu'aucune opération offensive sérieuse n'est possible sans un approvisionnement adéquat en carburant. C'est ici qu'il est important de se rappeler la célèbre citation du général Pershing. « L'infanterie gagne les batailles, mais la logistique gagne les guerres. » Eh bien, je suppose que les généraux russes connaissent cette citation, et c'est pourquoi ils s'adressent au principal responsable, c'est le chef de l'armée russe. Certains généraux sont sans doute allés voir leur supérieur, qui a dit avoir lancé cet appel après que des membres du ministère de la Défense lui ont montré toutes les preuves. Nous verrons plus tard ce que sont ces preuves. Finissons d'abord ce rapport. Si les chars, les véhicules de combat d'infanterie et les avions sont obligés d'économiser du carburant pour Moscou, les opérations d'assaut pourraient à nouveau reposer principalement sur les unités d'infanterie, ce qui entraînerait des pertes nettement plus élevées. En conséquence, les tensions entre le gouvernement et l'état-major général seraient en train de croître et pourraient devenir de plus en plus difficiles à contenir. Et devinez quoi ? Ce rapport est sorti il y a quelque temps, et nous voyons cela se produire sous les yeux du public en ce moment. Maintenant, parlons de la réponse du Kremlin, car ils ont en fait eu 2 réponses différentes. La première réponse était une réponse publique que tout le monde pouvait entendre. Mais il y a eu une seconde réponse en coulisses dont le Kremlin n'a pas vraiment parlé, mais que l'on peut voir à travers les rapports provenant de personnes qui soutiennent cet homme. Passons en revue les 2 réponses, en commençant par la réponse publique. Écoutez la réponse publique du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lorsqu'on lui a posé des questions sur cette séquence, et voici comment il a répondu. On vous a dit qu'il y avait un tel appel, mais nous n'avons pas encore eu l'occasion de le lire, donc je ne dirai rien pour l'instant. Mais d'après vos propos, il y a des formulations assez étranges. Nous devons d'abord le lire. Maintenant, cela semble très professionnel. Vous savez, il est resté calme. Il a essentiellement dit « Écoutez, nous ne savons pas de quoi il s'agit. Nous allons examiner cela et ensuite nous répondrons. » Mais en coulisses, le calme n'était malheureusement pas là. Avant d'examiner cette réponse,
je souhaite expliquer comment le Kremlin a traité le dernier homme ayant lancé un tel appel, Yevgueni Prigojine. Alors parcourons rapidement quelques mèmes qui résument en gros ce qui s'est passé. Et maintenant, vous connaissez la règle pour cette section. Cliquez sur le bouton s'abonner ci-dessous, si l'un de ces mèmes vous plaît. On commence. Le premier mème est en fait un faux article de WikiHow, qui dit en gros 15 astuces pour négocier un excellent salaire. La première astuce, menacer d'un coup d'état en parcourant 1500 km jusqu'au bureau de votre patron, avec des milliers de soldats et de véhicules, sans oublier les chars et tout ce genre de choses. Malheureusement, cela n'a pas bien fonctionné pour Prigojine, mais l'idée reste intéressante pour un défi. Passons au deuxième mème. Ici, 2 mois après ce coup d'état, Prigojine vole tranquillement dans son hélicoptère privé au-dessus de la Russie, quand il aperçoit quelque chose qui se dirige vers son avion. Cela ne s'est pas non plus bien terminé pour Prigojine. Et puis, le dernier mème est clairement mon préféré. On voit Poutine regarder les images de celui qui a tué Prigojine, pour finalement découvrir que c'est en fait lui-même. Dites-moi dans les commentaires lequel est à votre préféré, et recentrons-nous sur les choses sérieuses. Regardons comment le Kremlin réagit à tout ce fiasco en coulisses. Des rapports signalent que Lounine a été détenu 11 jours et que son domicile a été perquisitionné par les autorités russes. Ensuite, Lounine lui-même a publié une seconde vidéo dans laquelle il dit en gros qu'il ne se rebelle pas contre le pays. Il affirme simplement que l'armée mérite un meilleur traitement, et qu'il signale ce problème au commandant en chef Vladimir Poutine, sans vouloir inciter à la rébellion. Vous pouvez sûrement imaginer ce qui s'est passé pour qu'il publie cette vidéo si peu de temps après l'original. Je suppose qu'il a reçu un avertissement sévère du Kremlin, que la gravité, c'est quelque chose de très dangereux en Russie, surtout si vous vous exprimez contre Poutine. Donc il a clairement changé d'avis. Malheureusement, ce n'est pas le seul problème pour Poutine. Maintenant que l'armée russe rencontre réellement des problèmes de recrutement, Poutine s'est tourné vers une mobilisation forcée, où les ordres de conscription sont simplement envoyés aux Russes. Et ensuite, des policiers se présentent chez eux, les arrêtent, et les envoient essentiellement sur la ligne de front. Eh bien, devinez quoi? Dans certains villages, les gens, en particulier les membres de la famille de ces soldats qui ont été enrôlés, ne sont pas très contents, et cela crée un gros problème. Regardez le clip à l'écran. Alors que le gouvernement russe renforce son programme brutal de mobilisation forcée, les épouses et mères des hommes enlevés dans les rues de Penza et détenus jusqu'à signature de contrat tentent d'arrêter les bus qui les conduisent vers une installation militaire. Et comme si cela ne suffisait pas, les États-Unis accentuent aussi la pression sur la Russie. Maintenant, comme certains d'entre vous le savent déjà, à cause de la guerre en Iran et de la flambée des prix du pétrole, il y a eu des dérogations aux sanctions qui ont été signées pour permettre au pays ou au monde d'acheter du pétrole russe, afin qu'ils puissent continuer à recevoir l'approvisionnement dont ils ont besoin. C'était une très très bonne nouvelle pour Poutine, parce que les prix étaient élevés, et que la Russie était l'un des rares pays à avoir un surplus d'approvisionnement qu'elle pouvait vendre à n'importe quel pays qui voulait acheter. Donc, Poutine en a beaucoup profité, probablement des dizaines de milliards de dollars, et c'est exactement pour cette raison qu'on voit maintenant un changement de discours venant de la Russie. L'ancien ministre Sergueï Lavrov a récemment affirmé que la Russie restait ouverte aux négociations, mais que les États-Unis ne respectaient pas leurs engagements. Lavrov affirmait que les États-Unis avaient accepté un point en Alaska lors de la rencontre entre Poutine et Trump, mais qu'ils ne respectent pas vraiment cette partie de l'accord. Écoutez. Nous sommes prêts à les renouveler à tout moment. Nous sommes prêts à les reprendre à tout moment, exactement là où elles se sont arrêtées. Apparemment, l'année dernière, quelqu'un a de nouveau dit aux Ukrainiens qu'il n'était pas nécessaire de prendre des mesures pour prolonger le dialogue. Battons-nous, tout simplement. Alors maintenant, ils se battent. Mais je répéterai encore une fois qu'à chaque fois que le président s'exprime sur la question ukrainienne, il souligne que nous privilégions sans équivoque un règlement politique et diplomatique. Ce règlement existait. Ces paramètres ont été largement discutés et approuvés en Alaska il y a presque un an. Et il y a presque un an, lorsque les négociateurs américains ont présenté leur programme et leur plan d'action, nous avons accepté ce plan. Sa mise en œuvre devait conduire au début des négociations sur les détails d'un règlement déjà politique. Cependant, comme vous pouvez le voir, je ne veux même pas soupçonner qu'Alaska, tout comme les actions européennes, ait été conçues pour gagner du temps afin de réarmer le régime de Kiev.
je ne veux même pas y penser. Mais au final, les choses se sont passées comme elles se sont passées. Ça s'est passé comme ça. Eh bien, devine quoi? C'est quelque chose que la Russie dit depuis la rencontre en Alaska, depuis que cette réunion a eu lieu. En gros, cela sous-entend que les États-Unis ont en quelque sorte accepté d'abandonner l'Ukraine pour que l'Ukraine puisse capituler face à la Russie, et que la Russie puisse prendre le Donbass sans vraiment se battre pour l'obtenir. C'est ce que la partie russe sous-entend depuis tout ce temps, en disant « Eh, les États-Unis nous ont dit que nous méritions le Donbass, mais ils ne tiennent pas vraiment cette promesse. » En réalité, il n'y avait aucun accord de ce genre. Ce qui s'est réellement passé, c'est que la partie russe a dit « Eh, on arrête cette guerre si vous convainquez l'Ukraine de simplement céder le Donbass. » Et les États-Unis ont répondu « Ça n'arrivera pas. » Et ce n'est pas seulement moi qui le dis. Le secrétaire d'État Marco Rubio l'a confirmé hier, il était présent, contrairement à moi qui n'étais même pas près de l'Alaska. Rubio a confirmé ce que je dis. Écoutez. La Russie accuse les États-Unis de ne pas avoir respecté les soi-disant accords ou ententes que nous avions en Alaska. Il n'y a eu aucun accord en Alaska. Une proposition a été faite en Alaska, mais aucun accord n'y a été conclu. Un accord aurait mis fin à la guerre. Maintenant, pour notre dernière partie, nous avons de nouveau un extrait de notre vidéo exclusive que nous publions pour les membres. Ici, nous avons l'ancien Navy SEAL Chuck Farr qui analyse les images provenant du front en Ukraine. Écoutez bien, c'est extrêmement instructif pour moi, alors j'espère que vous apprécierez aussi. Regardez, les Russes pensent avoir trouvé un char ukrainien en panne, mais ils se rendent compte ensuite que c'est un char russe. Oui, c'est ce qui va se passer. L'Ukraine dispose de chars occidentaux qui sont beaucoup plus résistants. Un M1 Abrams est presque impossible à détruire. On peut l'immobiliser, mais l'un des endroits les plus sûrs sur le champ de bataille, c'est à l'intérieur d'un char M1. Donc les Russes s'en réjouissent, mais vous savez, c'est l'une de leurs propres carcasses. Et encore une fois, ce que feront les Ukrainiens, c'est qu'ils neutraliseront la mobilité de ce véhicule, mais ils reviendront toujours pour s'assurer qu'il ne pourra jamais être récupéré ou réparé. Vous savez, ils continueront à tirer dessus jusqu'à ce qu'il ressemble à ça. Je suppose que c'est la première question de curiosité. Une fois que, disons, il est immobilisé, n'est-ce pas? Un char, comment le sortent-ils de la ligne de front? Eh bien, ils ont des véhicules de dépannage de chars, donc ils ont des chars sans tourelle, mais qui ont une grosse dépanneuse, vous voyez, parce qu'il est beaucoup plus rentable de réparer un char, même s'il est fortement endommagé. C'est moins cher de le réparer que d'en obtenir un nouveau, vous voyez. Mais les chars russes, vous savez, ils ont ce problème. Ils ont le carrousel de munitions dans le compartiment de l'équipage, c'est pour ça qu'on voit les tourelles voler et c'est pour ça qu'ils ne sont pas survivables. Vous savez, s'ils prennent un coup dans le compartiment de l'équipage, je veux dire, la tourelle part en orbite autour d'Uranus et ces gars-là, c'est fini en un instant pour eux parce qu'ils sont assis sur les munitions et des sacs de poudre. Donc vous savez, on a aussi vu les tourelles s'envoler, mais on a aussi vu toutes les trappes s'ouvrir avec des jets de flammes qui en sortent. Et c'est un défaut de conception. Ils ne vont jamais régler ce problème tant qu'ils n'auront pas conçu des chars entièrement nouveaux. J'imagine que beaucoup de chars doivent être repensés, vu l'utilisation massive des drones aujourd'hui, non? Oui, absolument. Je parlais aujourd'hui avec un de mes collègues du Kyiv Post et on discutait justement de ça. Difficile à croire, mais il y a 1000 jours, aucun drone à vue subjective ne pouvait détruire des chars. Cela n'existait pas. Et tu sais, j'ai travaillé dans le complexe militaro-industriel. Si tu étais allé chez Raytheon il y a 1000 jours en disant « Regardez, j'ai un drone à $500, il peut détruire des chars », Raytheon te dirait « Écoutez, notre métier, c'est de vendre des missiles Javelin à $270 000, n'est-ce pas? Ils détruisent des chars. Ton drone DJI, ton drone de loisir, ça ne va pas le faire. » Personne n'a dit ça en Ukraine. Ils ont seulement proposé d'essayer. Allons-y, faisons-le. Et nous voyons exactement pourquoi. Cela a fondamentalement changé la guerre terrestre. Les blindés n'ont pas disparu, ils ne sont plus obsolètes. Mais à l'avenir, les blindés devront faire face à ce qui est maintenant la menace principale, ce qui est une première. Maintenant, si vous êtes intéressé par ce genre de contenu et d'autres séries que nous réalisons uniquement pour les membres, vous pouvez devenir membre dès maintenant en cliquant sur le bouton « Rejoindre » ci-dessous, ou simplement en cliquant sur le lien dans la description.
C'est le premier lien. En devenant membre, vous accédez à de nombreux contenus publiés chaque jour et soutenez la chaîne ainsi que notre couverture. Merci beaucoup. Je suis Sam, à bientôt dans la prochaine vidéo.